Chapitre 5. Je passe un coup de fil sous-marin. Je n'avais encore jamais vu la colonie décemmeler l'hiver, et la neige m'a surpris. Vous comprenez, la colonie possède le nec plus ultra en matière de contrôle magique du climat. Aucune intempérie ne peut y pénétrer sans l'accord du directeur, Monsieur T. Je m'attendais donc à ce qu'il fasse doux et ensoleillé, mais une neige légère avait été autorisée à tomber. La piste des chars et les champs de fraisiers étaient recouverts de givre. Les bungalows étaient décorés de minuscules lumières clignotantes qui ressemblaient à des décorations de Noël, à cette différence près qu'il s'agissait visiblement de boules de vrais feux. D'autres lumières brillaient dans les bois, et c'était là le plus bizarre de tout. Un feu de cheminée illuminait la fenêtre du grenier de la grande maison, là où résidait l'oracle, prisonnier d'un vieux corps momifié. Je me suis demandé si l'esprit de Delphes faisait crier des marshmallows là-haut. Waouh! C'est un mur d'escalade, s'est écrié Nico en descendant du bus. Ouais, ai-je fait. Pourquoi y a de la lave qui coule dessus? Pour rajouter une petite difficulté. Viens, je vais te présenter à Chiron. Zoé, as-tu déjà rencontré? Je connais Chiron, a-t-elle répondu avec raideur. Dis-lui que nous serons au bungalow 8. Chasseresse, suivez-moi. Je vais vous accompagner, a proposé Grover. Nous connaissons le chemin. Oh, vraiment, ça me dérange pas. On se perd facilement ici quand on ne... Il a trébuché contre un canoë et s'est relevé, le tout sans cesser de parler, comme disait mon vieux papa Pouc. Venez, Zoé a roulé les yeux, mais je crois qu'elle a compris qu'elle ne pourrait pas se débarrasser de Grover. Les chasseresses ont passé leur arc et leur sac à dos sur l'épaule et se sont dirigées vers les bungalows. Avant de partir, Bianca D'Angelo s'est penchée vers son frère et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle l'a regardé, attendant sa réponse, mais Nico s'est contenté de faire la grimace et de lui tourner le dos. Prenez soin de vous, les petites chéries, a lancé Apollon aux chasseresses. Il m'a gratifié d'un clin d'œil. Prends garde à ces prophéties, Percy. On se reverra bientôt. Que voulez-vous dire? Au lieu de me répondre, il est remonté dans le bus. À plus, Talia. Et, sois sage. Sur ces mots, il lui a décoché un sourire malicieux, comme s'il était au courant d'une chose qu'elle ignorait. Puis, il a claqué sa portière et fait frombir le moteur. Je me suis écartée quand le char du soleil a décollé en soulevant une vague de chaleur. Lorsque je me suis retournée, le lac fumait. Une Maserati rouge grimpait au-dessus des bois, de plus en plus brillante et de plus en plus haut. Et pour finir, elle a disparu dans un rayon de soleil. Nico faisait toujours la tête. Je me demandais ce que sa sœur lui avait dit. Qui est Chiron? M'a-t-il demandé. Je n'ai pas sa figurine. C'est notre directeur d'activité. Il est... enfin, tu verras. S'il ne plaît pas à ses chasseresses, c'est bon signe, a grommelé Nico. Allons-y. La deuxième chose qui m'a étonnée, ce fut de trouver la colonie aussi vide. Je savais bien sûr que la plupart des sans-mêlés s'entraînaient seulement l'été, et que nous ne trouverions que les permanents, ceux qui séjournent là toute l'année, faute d'avoir une maison où aller, ou parce qu'ils se feraient trop souvent attaquer par des monstres s'ils quittaient la colonie. Pourtant, même les permanents n'étaient pas nombreux. J'ai repéré Charles Beckendorf du bungalow des Phaistos, qui alimentait la forge devant l'arsenal de la colonie. Les frères Alatir, Travis et Connor du bungalow d'Hermès, crochetaient la serrure de l'entrepôt. Quelques gamins du bungalow d'Arès faisaient une bataille de boules de neige avec les nymphes des bois à la lisière de la forêt. C'était à peu près tout. Même ma vieille rivale du bungalow d'Arès, Clarisse, n'avait pas l'air d'être dans les parages. La grande maison était décorée de guirlandes, de boules de feu rouges et jaunes qui réchauffaient la terrasse sans rien enflammer pour autant. À l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée. Une odeur de chocolat chaud flottait dans l'air. Monsieur T, le directeur de la colonie, et Chiron tapaient tranquillement le carton au salon. La barbe brune de Chiron était plus hirsute que d'habitude, et ses cheveux bouclés avaient un peu poussé. Il ne se faisait pas passer pour un professeur cette année. C'était sans doute pourquoi il pouvait se permettre d'adopter une allure plus décontractée. Il portait un pull duveteux, avec un motif de fer à cheval, et la couverture, drapée sur ses genoux, cachait presque entièrement son fauteuil roulant. Il a souri en nous apercevant. Percy, Talia. Ah,
ce doit être Nico D'Angelo, ai-je dit. Sa sœur et lui sont des sans-mêlés. Chiron a poussé un soupir de soulagement. Ah, vous avez donc réussi. Eh ben, le sourire de Chiron a disparu. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Annabeth? Oh non, a soupiré Monsieur D d'un ton las. Ne me dites pas qu'il y en a un autre de perdu. Jusqu'alors, je m'étais efforcée de ne pas faire attention à lui, mais il était plutôt difficile à ignorer, avec son jogging orange fluo à imprimer léopard et ses tennis violettes, comme si Monsieur D avait jamais couru un seul jour de sa vie. Une couronne de laurier doré était posée de travers sur ses cheveux noirs bouclés, signe qu'il avait sans doute remporté la dernière partie de cartes. Que voulez-vous dire? A demandé Dahlia. Qui d'autre est perdu? À ce moment-là, Grover avait irruption dans la pièce, souriant comme un illuminé. Il avait un œil au beurre noir et des zébrures rouges sur la joue, qui ressemblaient fort à une marque de gifle. Les chasseresses sont toutes installées, a-t-il annoncé. Les chasseresses, dis-tu? Chiron a froncé les sourcils. Je vois que nous avons beaucoup de choses à éclaircir. Grover, a-t-il ajouté après un bref coup d'œil à Nico. Peut-être devrais-tu emmener notre jeune ami au bureau et lui montrer notre film d'orientation. Mais... Ah, d'accord. Oui, monsieur, film d'orientation, a demandé Nico. C'est tout public ou encadrement parental? Parce que Bianca est plutôt sévère. C'est encadrement parental pour les moins de 13 ans, a dit Grover. Géant, tout content. Nico est sorti avec Grover. Bien, a dit alors Chiron en s'adressant à Thalia et moi. Asseyez-vous et racontez-moi toute l'histoire. Quand nous avons fini notre récit, Chiron s'est tourné vers Monsieur D. Nous devons immédiatement lancer les recherches pour retrouver Annabeth. J'y vais. Avons-nous dit en même temps, Thalia et moi? Pas question, s'est écrié Monsieur D en plissant le nez. On s'est mis à protester, mais le directeur a levé la main. Il avait dans les yeux cette lueur violacée, qui signifiait en général que quelque chose d'aussi redoutable que divin allait se produire si on ne la bouclait pas. D'après ce que vous m'avez raconté, a-t-il poursuivi, nous retombons sur nos pattes dans cette aventure. Nous avons certes à déplorer la perte d'Annibelle. Annabeth, ai-je corrigé d'un ton sec. Elle venait à la colonie depuis ses 7 ans, et Monsieur D faisait toujours semblant de ne pas connaître son nom. Et vous nous avez amené un petit morveux pour la remplacer. Je ne vois donc pas l'intérêt de mettre la vie d'autres sans mêler en danger dans une opération de sauvetage. Il est fort probable que cette Annie soit déjà morte. J'avais envie d'étrangler Monsieur D. Il était injuste que Zeus l'ait envoyé faire une cure de désintoxication de 100 ans à la colonie des sans-mêlés. Ce qui était conçu au départ comme un châtiment pour sa mauvaise conduite à l'Olympe s'était avéré une punition pour nous tous. Il se peut qu'Annabeth soit encore en vie, a dit Chiron. J'ai senti à sa voix qu'il avait du mal à être optimiste. Il avait quasiment élevé Annabeth durant toutes ces années qu'elle avait entièrement passées à la colonie, avant d'essayer une nouvelle fois de vivre avec son père et sa belle-mère. Elle est très intelligente. Si elle est entre les mains de nos ennemis, elle essaiera de gagner du temps. Elle fera peut-être même semblant de collaborer avec eux. C'est exact, a acquiescé Thalia. Luc doit la vouloir vivante. En ce cas, a tranché Monsieur D, j'ai bien peur qu'il lui vaille déployer assez d'astuces pour s'enfuir toute seule. Je me suis levée. Percy, a dit Chiron d'un ton ferme pour me mettre en garde. Je savais bien, dans un coin de ma tête, que je n'avais pas intérêt à me braquer contre Monsieur D. Il ne tiendrait aucun compte du fait que j'étais un garçon impulsif, souffrant du syndrome d'hyperactivité, avec des visites de l'attention. Mais j'étais tellement en colère que je m'en fichais. Vous êtes bien content d'avoir perdu un autre pensionnaire, lui ai-je lancé. Vous aimeriez qu'on meure tous. Tu as quelque chose à me dire, a rétorqué le directeur en étouffant un bâillement. Ouais, ai-je grogné. C'est pas parce que vous avez été envoyé ici en punition que vous devez vous comporter en gros flemmard. C'est votre civilisation à vous aussi. Vous pourriez peut-être essayer de donner un coup de main. Pendant quelques secondes, seul le crépitement du feu a troublé le silence. Les flammes se reflétaient dans les yeux de Monsieur D, les faisant briller d'une étincelle lugubre. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, sans doute une malédiction qui allait me réduire en miettes. Mais au même moment, Nico a déboulé dans la pièce, suivi de Grover. Trop cool, a hurlé Nico, en tendant les bras vers Chiron.
crispée. Oui, monsieur, dit Angelo, c'est exact. Même si je préfère garder une apparence humaine dans ce fauteuil roulant pour, disons, les premières rencontres. Et vous, waouh! Nico s'est tourné vers monsieur D. Vous êtes le mec du vin. Géant. Le directeur m'a quitté des yeux pour foudroyer Nico du regard. Le mec du vin. Dionysos, c'est ça. Oh waouh, j'ai votre figurine. Ma figurine. Dans mon jeu de mytho magique. Et une carte holographique aussi. Et même si vous avez que 500 points d'attaque et que tout le monde pense que vous êtes la plus naze des cartes de Dieu, moi je trouve que vos pouvoirs sont trop sympas. Ah, monsieur D semblait vraiment décontenancé, ce qui m'a sauvé la vie. Et bien voilà qui est valorisant. Percy s'est empressé de dire Chiron. Va au bungalow avec Dahlia. Informez les pensionnaires que nous jouerons à Capture l'étendard demain. Capture l'étendard? Mais nous n'avons pas assez. C'est une tradition. M'a interrompu Chiron. Un match amical. Chaque fois que les chasseresses nous rendent visite. Ouais, a grommelé Dahlia. Je suis sûre que ça doit être très amical. Chiron a donné un coup de menton dans la direction de monsieur D, qui écoutait, toujours, son cil froncé. Nico lui expliquait combien de points de défense avaient les différents dieux dans son jeu. Filez, nous a-t-il dit. D'accord, a répondu Dahlia. Allez, viens, Percy. Sur ces mots, elle m'a traîné hors de la grande maison avant que monsieur D ne se rappelle qu'il voulait me tuer. Tu t'es déjà mis à Resado, m'a rappelé Dahlia en chemin vers les bungalows. Tu as besoin d'un autre ennemi immortel. Elle avait raison. Lors de mon premier été à la colonie, je m'étais débrouillée pour me battre avec Arès. Et depuis, lui et tous ses enfants voulaient me tuer. Je n'avais pas besoin de m'attirer l'hostilité de Dionysos en prime. Excuse-moi, ai-je dit. J'ai pas pu me retenir. C'est trop injuste. Elle s'est arrêtée près de l'arsenal et a porté le regard de l'autre côté de la vallée, vers le sommet de la colline des Sans-Mêlés. Son sapin était toujours là, et la toison d'or accrochée à la plus basse branche étincelait. La magie de l'arbre protégeait toujours la limite de la colonie, mais elle ne se nourrissait plus de l'esprit de Dahlia. Percy, tout est injuste, a murmuré Dahlia. Quelquefois, j'ai envie de... Elle a laissé sa phrase en suspens, mais sa voix était si triste que ça m'a fait de la peine pour elle. Avec ses cheveux de jet hirsutes, ses vêtements punk et son vieux manteau de lainage noir, elle avait l'air d'un immense corbeau, totalement déplacé dans ce paysage blanc. Nous ramènerons Annabeth, ai-je promis. Mais je ne sais pas encore comment. D'abord, je découvre que Luc est perdu. Maintenant, c'est au tour d'Annabeth. Faut pas voir les choses comme ça. Tu as raison. Dahlia a relevé le menton. Nous trouverons un moyen de la sauver. Quelques chasseresses jouaient sur le terrain de basket-ball. L'une d'elles se disputait avec un garçon du bungalow d'Arès. Le garçon avait la main sur le pommeau de son épée, et la chasseresse semblait prête à troquer son ballon de basket contre un arc et une flèche d'une seconde à l'autre. Je vais aller calmer le jeu entre ces deux-là, a dit Dahlia. Toi, tu fais le tour des bungalows et préviens tout le monde pour Capture l'étendard demain. Entendu. Tu devrais être capitaine. Non, tu es à la colonie depuis plus longtemps. Il faut que ce soit toi. On pourrait, diriger à deux, peut-être. Dahlia a eu l'air de trouver l'idée aussi bizarre que moi, mais elle a hoché la tête quand même. Alors qu'elle se dirigeait vers le terrain de basket, je l'ai retenue. Dahlia. Ouais. Je m'excuse pour ce qui s'est passé à Westover. J'aurais dû vous attendre. C'est pas grave, Percy. J'aurais sans doute fait comme toi. Elle s'est mise à piétiner sur place, comme si elle hésitait à ajouter autre chose. Tu sais, tu m'as posé une question sur ma mère et je t'ai envoyé balader. C'est juste que je suis partie la retrouver après 7 ans et j'ai appris qu'elle était morte à Los Angeles. Elle buvait beaucoup et apparemment un soir il y a 2 ans, elle a pris le volant tard dans la nuit et... Dahlia a cligné des yeux très forts. Je suis désolée, ai-je dit. Ouais, bon, c'est pas comme si on était très proches. Je me suis sauvée de chez moi à 10 ans. Les 2 plus belles années de ma vie sont celles que j'ai passées en vadrouille avec Luc et Annabeth. Mais quand même, c'est pour ça que tu as eu du mal avec le bus du soleil. Qu'est-ce que tu veux dire? Dahlia m'a lancé un regard méfiant. C'est pour ça que tu t'es crispée.
Tu devais penser à ta mère et appréhender de prendre le volant. J'ai aussitôt regretté mes paroles. L'expression de Thalia ressemblait dangereusement à celle de Zeus, la seule fois où je l'avais vue en colère. Ses yeux brillaient, comme s'ils allaient envoyer 1 million de volts. T'as raison, ouais, a-t-elle bougonné. Ça devait être pour ça. Elle est partie vers le terrain de basket, où la pensionnaire du bungalow d'Arès et la chasseresse tentaient de s'entretuer, avec un ballon et une épée. Les bungalows formaient l'ensemble de bâtiments le plus disparate qu'on puisse imaginer. Les grands édifices à colonnades blanches de Zeus et Héra, bungalow 1 et 2, se dressaient au milieu, entourés de 5 bungalows des dieux sur la gauche et des 5 bungalows des déesses sur la droite, le tout formant un U autour de la pelouse centrale et du barbecue. J'ai fait le tour des bâtiments en prévenant tous les pensionnaires du match de demain. J'ai tiré un Arès de sa sieste et il m'a fichu à la porte en hurlant. Lorsque je lui ai demandé où était Clarisse, il a dit « Partie accomplir une quête pour Chiron. C'est top secret. Elle va bien. On n'a pas eu de ses nouvelles depuis un mois. Elle est portée disparue. Comme toi, bientôt, si tu te casses pas vite fait. » J'ai décidé de le laisser se rendormir. Pour finir, je suis allée au bungalow 3, celui de Poséidon. C'était un bâtiment bas et gris, taillé dans la pierre marine, incrusté de coraux et coquillages. L'intérieur était aussi vide que d'habitude. À part mon lit de camp, il y avait une corne de minotaure accrochée au mur à côté de mon oreiller. J'ai sorti la casquette de baseball d'Annabès de mon sac à dos et je l'ai posée sur ma table de chevet. Je la lui rendrai quand je la retrouverai. Car je la retrouverai. J'ai retiré mon bracelet montre et actionné le bouclier. Il s'est ouvert en spirale dans un concert de grincements et craquements. Les dards du professeur Thorne avaient déformé le bronze en plusieurs endroits. Une grande entaille empêchait le bouclier de se déployer entièrement, ce qui lui donnait l'allure d'une pizza amputée de 2 barres. Les belles images que mon frère avait gravées dans le métal étaient toutes cabossées. Dans la scène qui nous représentait, Annabès et moi, livrant bataille à l'hydre, un trou béant remplaçait ma tête, comme un cratère creusé par une météorite. J'ai pendu le bouclier à son crochet, à côté de la corne de Minotaure, mais il faisait peine à voir maintenant. Peut-être que Peggendorf, du bungalow d'Héphaïstos, pourrait me le réparer. C'était le meilleur forgeron de toute la colonie. Je lui demanderai au dîner. Je regardais encore les dégâts sur mon armure quand j'ai remarqué un bruit insolite, une sorte de gargouillement, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de nouveau dans la pièce. Au fond du bungalow trônait un grand bassin de roches marines, grises, surmonté d'une tête de poisson en pierre sculptée. De la bouche du poisson déferlait de l'eau de mer qui tombait en cascade dans la vasque. L'eau devait être chaude, car elle diffusait une brume légère dans l'air hivernal. Comme dans un sauna. Cela donnait à la pièce une atmosphère chaude et estivale qui sentait bon les embruns. Je me suis approchée. Il n'y avait ni carte ni petit mot attaché à la fontaine, mais je savais que ça ne pouvait être qu'un cadeau de Poséidon. J'ai plongé le regard dans le bassin et dit « Merci papa ». La surface de l'eau a ondulé. Des pièces de monnaie ont scintillé au fond. Il devait y avoir une douzaine de drachmes en or. J'ai alors compris à quoi servait la fontaine. Elle me rappelait de maintenir le contact avec ma famille. J'ai ouvert la fenêtre la plus proche et la lumière hivernale s'est prise en arc-en-ciel dans la brume. J'ai alors repêché une drachme dans l'eau brûlante. Iris, ô déesse de l'arc-en-ciel, ai-je dit à voix haute, accepte mon offrande. J'ai lancé la pièce dans la brume qui l'a aussitôt avalée. À ce moment-là, seulement, je me suis rendu compte que je ne savais pas qui contacter en premier. Maman, ce serait agir en bon fils, mais elle n'était sans doute pas encore inquiète à mon sujet. Elle avait l'habitude de me voir disparaître plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines. Mon père, cela faisait beaucoup trop longtemps, près de 2 ans, que je ne lui avais pas parlé directement. Mais est-ce que ça se faisait d'envoyer un message Iris à un dieu? Je n'avais jamais essayé. Et si ça les mettait en colère, comme un appel d'un télévendeur? J'ai hésité, et puis je me suis décidée. Montre-moi Tyson, ai-je demandé, aux forges des cyclopes. La brume a scintillé, et l'image de mon frère s'est formée. Il était entouré de flammes.
ce qui aurait posé problème s'il n'était pas un cyclope. Penché sur une enclume, il martelait une lame d'épée chauffée au rouge. Des étincelles et des flamèches voletaient tout autour de lui. En arrière-plan, on voyait une fenêtre taillée dans du marbre qui donnait sur des eaux bleu foncé, le fond de l'océan. Tyson, ai-je crié. Au début, il ne m'a pas entendu à cause de ses coups de marteau et du rugissement des flammes. Tyson. Il s'est retourné en écarquillant son œil unique et énorme. Un sourire jaunâtre a fendu son visage en biais. Percy. Lâchant la lame de l'épée, il s'est rué vers moi, bras tendu, pour m'embrasser. L'image s'est brouillée et j'ai fait un bond en arrière instinctivement. Tyson, c'est une image irise. Je ne suis pas là pour de vrai. Ah. Tyson est revenu dans le champ, l'air gêné. Ah oui, je le savais. Comment vas-tu? Lui ai-je demandé. Et le boulot, ça va? Son œil s'est éclairé. J'adore mon boulot. Regarde. Il a attrapé la lame d'épée incandescente à main nue. C'est moi qui l'ai faite. C'est vraiment super. J'ai écrit mon nom dessus. Là, regarde. Géant. Dis-moi, tu parles souvent à papa? Tyson a perdu son sourire. Pas souvent. Papa est très occupé. Il s'inquiète pour la guerre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tyson a soupiré. Il a sorti la lame d'épée par la fenêtre, ce qui a provoqué un nuage de bulles bouillonnantes lorsqu'il l'a rentrée. Le métal était froid. Il y a des esprits de la mer très anciens qui causent des soucis. Aegaos, Océanos, ces types-là. J'avais une vague idée de ce dont il parlait. Il faisait allusion aux immortels qui régnaient sur les océans au temps des titans, avant que les Olympiens prennent le pouvoir. Le fait qu'il soit de retour sur scène aujourd'hui, alors que Chronos, le seigneur des titans, et ses alliés gagnaient en force, ne présageait rien de bon. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ai-je demandé. Tyson a secoué tristement la tête. Nous armons les sirènes. Il leur faut 1000 épées supplémentaires d'ici demain, a-t-il expliqué. Il a regardé sa lame d'épée en soupirant. Les esprits anciens protègent le méchant bateau. Le princesse Andromède, le bateau de Luc. Oui, ils le rendent difficile à trouver. Ils le protègent des tempêtes de papa. Autrement, papa l'écraserait. Ça serait bien de l'écraser. Le visage de Tyson s'est soudain égayé, comme s'il venait de penser à autre chose. Et Annabeth, s'est-il écrié, elle est là. Eh ben, mon cœur m'a soudain semblé lourd, comme une boule de bowling. Pour Tyson, Annabeth représentait ce qu'il y avait de mieux au monde, depuis l'invention du beurre de cacahuète. Je n'avais pas le courage de lui dire qu'elle avait disparu. Il pleurerait si fort qu'il éteindrait sans doute les flammes de sa forge. Ben, non, elle est pas là pour le moment. Dis-lui bonjour. Bonjour à Annabeth. D'accord. J'ai ravalé le nœud qui se formait dans ma gorge à la vue du sourire rayonnant de Tyson. Je lui dirai. Hé Percy, ne t'inquiète pas pour le méchant bateau. Il s'en va. Comment ça? Au canal de Panama. Très loin. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi lui emmènerait-il là-bas son bateau de croisière grouillant de démons? À notre dernière rencontre, il longeait la côte est pour y recruter des sans-mêlés, tout en entraînant sa monstrueuse armée à bord. Bien, ai-je répondu, guère rassurée en mon fort intérieur. C'est une bonne nouvelle, je suppose. Une voix grave dans les forges a crié des paroles que je n'ai pas pu comprendre. Tyson a grimacé. Faut que je me remette au boulot. Patron va se fâcher. Bonne chance, frère. D'accord, dis à papa. Mais avant que je puisse finir, la vision a scintillé, puis disparu. Je me suis retrouvée seule dans mon bungalow, avec un sentiment de solitude encore plus fort qu'avant. Je n'avais vraiment pas le moral au dîner ce soir-là. La nourriture était excellente, comme toujours. Grillade, pizza, soda à volonté. Ce sont des valeurs sûres, tout ça. Les flambeaux et braseros assuraient une douce chaleur dans le pavillon réfectoire en plein air. Mais nous devions nous placer avec nos compagnons de bungalow, ce qui voulait dire que j'étais seule à la table de Poséidon. Dahlia était seule à la table de Zeus, mais nous ne pouvions pas dîner ensemble. C'était le règlement de la colonie. Les bungalows d'Héphaïstos, d'Arès et d'Hermès avaient quelques pensionnaires chacun.
plus jolie quand elle souriait. Bianca D'Angelo semblait ravie. Elle essayait d'apprendre à jouer au bras de fer avec la grande fille que j'avais vue se disputer avec le garçon du bungalow d'Arès sur le terrain de basket. La fille battait Bianca à chaque fois, mais ça n'avait pas l'air de l'embêter. Après le dîner, Chiron apportait le toast habituel aux dieux, puis souhaitait officiellement la bienvenue aux chasseresses. Les pensionnaires ont applaudi mollement. Il a ensuite annoncé le match amical de capture l'étendard du lendemain soir, ce qui a suscité bien plus d'enthousiasme. Ensuite, nous sommes tous retournés vers nos bungalows respectifs. L'extinction des feux, l'hiver, se faisait de bonne heure. J'étais épuisée et je me suis donc vite endormie. Ça, c'était le bon côté de la chose. Le mauvais côté, c'est que j'ai fait un cauchemar. Et même selon mes critères, il était abominable. Annabeth se tenait à mi-flanc d'une colline obscure, enveloppée de brouillard. L'endroit m'a fait penser aux enfers, parce que j'ai tout de suite éprouvé une sensation d'enfermement, et que je ne voyais pas le ciel au-dessus de ma tête, rien qu'une obscurité écrasante et lourde, comme à l'intérieur d'une caverne. Annabeth gravissait la pente avec effort, d'antiques colonnes grecques en marbre noir se dressaient, çà et là, brisées comme si une explosion avait réduit un immense édifice en ruine. Thorn, a crié Annabeth, où êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Elle a escaladé un pan du mur effondré jusqu'au sommet de la colline. Annabeth a alors laissé échapper un petit cri. Luc était là, et il souffrait. Il était ratatiné sur le sol rocheux et s'efforçait vainement de se lever. L'obscurité semblait encore plus dense autour de lui, le brouillard plus épais et plus agité. Ses vêtements étaient en lambeaux, et son visage, inondé de sueur, était couvert d'égratignures. « Annabeth, a-t-il appelé, aide-moi, s'il te plaît. » Elle s'est élancée vers lui. J'ai voulu crier, c'est un traître, ne lui fais pas confiance. Mais ma voix ne portait pas dans le rêve. Annabeth avait les larmes aux yeux. Elle a tendu la main comme pour toucher le visage de Luc, mais s'est ravisée à la dernière seconde. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé. Ils m'ont abandonné ici, a gémi Luc. S'il te plaît, ça me tue. Je n'arrivais pas à voir ce qui le gênait. Il donnait l'impression de se débattre contre une malédiction invisible, comme si le brouillard était en train de le broyer. Pourquoi devrais-je te faire confiance? A repris Annabeth d'une voix vibrante de chagrin. Tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je t'ai traité abominablement. Mais si tu ne m'aides pas, je vais mourir. J'avais envie de hurler. Laisse-le mourir. Luc avait tenté de nous tuer de sang-froid à de nombreuses reprises. Il ne méritait aucune aide d'Annabeth. Alors, l'obscurité qui entourait Luc a commencé à s'effondrer, comme la voûte d'une grotte dans un tremblement de terre. De gros blocs de pierre noire se sont détachés. Annabeth s'est précipitée, juste au moment où une fissure s'ouvrait et où la voûte entière tombait. Elle est parvenue miraculeusement à la retenir. Par sa simple force, elle empêchait ces tonnes de pierres de s'écraser sur eux. C'était infaisable. Elle n'aurait pas dû en être capable. Luc s'est dégagé en roulant sur lui-même et en octant. Merci, a-t-il articulé avec effort. Aide-moi à le porter, a gémi Annabeth. Luc a repris son souffle. Il avait le visage couvert de sueur et de crasse. Il s'est levé, les jambes chancelantes. Je savais que je pouvais compter sur toi, a-t-il dit. Il a commencé à s'éloigner, alors même que l'obscurité tremblante menaçait de terrasser Annabeth. Aide-moi, a-t-elle supplié. Oh, ne t'inquiète pas, a répondu Luc. Les secours sont en route. Tout ça fait partie du plan. En attendant qu'ils arrivent, essaie de ne pas mourir. La voûte d'obscurité s'est remise à s'effondrer, poussant Annabeth contre le sol. Je me suis réveillée en sursaut, agrippant mes draps des deux mains. Le silence régnait dans mon bungalow, exception faite du gargouillis de la fontaine d'eau de mer. Il était